Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Vous êtes debout, Dorothée? Mariée à un clergyman d'âge mûr qu'elle a épousé par admiration, ayant foi en sa valeur intellectuelle, Dorothée a senti le doute l'envahir, doute que Will Ladislav, cousin de Casaubon, a contribué sans le vouloir à faire naître. Dorothée, qui était l'enthousiasme personnifié, s'enlise peu à peu dans une vie matrimoniale où sa personnalité ne trouve pas à s'employer. Vous êtes debout, Dorothée? Je ne dormais pas. Je me suis levée pour animer un peu le feu. Vous plairait-il d'allumer? Vous ne vous sentez pas mal? Pas le moins du monde. Mais puisque vous êtes sur pied, je vous saurais gré de me lire quelques pages de Los. Ne pourrais-je pas aussi bien causer avec vous? Comme vous voudrez. Edward, j'ai été amenée ces temps-ci à penser à certaines choses dont nous n'avons jamais parlé. Je veux dire, ces questions d'argent. Si ce n'est que cela, je puis vous donner tout ce que vous voudrez. Ah, mais je sais que vous êtes très généreux, mais précisément, il s'agit de tout le contraire. Il me semble que j'ai beaucoup trop d'argent. Et surtout, la perspective d'en avoir vraiment trop. Ce contrat de mariage et ce testament que vous avez fait en ma faveur... Ma chère Dorothée, c'est la Providence qui l'a voulu ainsi. Croyez-vous vraiment que la Providence intervienne dans de telles questions? Est-ce vous qui m'enseignerez sur le chapitre de la Providence? Certes non, mais j'ai le droit, il me semble, de vous demander si la Providence veut vraiment qu'il en soit ainsi au détriment de ceux qui ont été frustrés. Il me semble qu'il faut obéir avant tout à la voix qui nous ordonne de rétablir la justice. Mon amour, à quoi tend cette observation? Je voulais dire que vous avez pris à mon égard des dispositions qui sont beaucoup trop généreuses. Enfin, j'entends au sujet de votre fortune. Et cela me rend malheureuse. Mais que voulez-vous dire? Je n'ai que des parents éloignés. J'ai été amenée à penser à votre tante Julia, que l'on a entièrement dépossédée sous le prétexte qu'elle avait épousé un étranger pauvre et qui n'était pas de son milieu social. C'est à cause de cela, je le sais, que vous avez fait élever Will Ladislav et pourvu aux besoins de sa mère. Mais j'ai quelque peu étudié la question sous l'angle juridique. Juridique? Vraiment? Les conclusions que j'en ai tirées m'amènent à vous dire que nous devrions considérer que Will Ladislav a des droits, qui portent sur la moitié de la fortune que je sais que vous me destinez. Et je pense que c'est sur cette base que vous devriez le doter. Il est soumis à la pauvreté alors que nous sommes très riches. Ceci n'est pas juste. Et s'il y a quelque chose à objecter à la situation que lui a offert mon oncle en lui rendant sa juste part, vous lui enlevez toute raison de s'y tenir. C'est probablement Monsieur Ladislav lui-même qui vous a entretenu de ce sujet. Comment pouvez-vous imaginer cela, puisqu'il a récemment refusé toute aide de vous? Oh, ce ne serait pas la même chose. Vous êtes assez fine pour le comprendre. Je dirais même que les deux événements sont liés. Il ne refuserait mon aide que pour mieux accepter son dû. N'est-ce pas? Oh, j'ai peur, Edward, que vous ne le jugiez trop sévèrement. S'il m'a parlé un peu de ses parents, ce fut tout juste pour répondre à mes questions. Vous qui êtes si bon, si généreux. Edward, comment pouvez-vous ne pas vous rendre à l'évidence que l'équité exige davantage? Oh, certes, vous auriez pu ne pas vous soucier de ce qui avait été tranché par la loi, et vous avez de vous-même rectifié ce qu'elle avait eu d'inique. Mais il me semble que la justice exige encore plus, et que c'est à moi d'en parler, puisqu'aussi bien c'est moi qui dois être avantagée au détriment d'un autre. Dorothée, mon amour,
Ce n'est pas la première fois, mais je souhaiterais que ce fût la dernière, que vous vous permettez de juger de choses hors de votre compétence. La question de savoir jusqu'à quel point la conduite, notamment en matière d'alliance, peut débouter une personne de ses droits patrimoniaux, je ne l'aborderai pas. Qu'il vous suffise de savoir que vous n'êtes pas qualifié pour en juger, en dépit de je ne sais quelles études juridiques que vous auriez faites. Ce que je désire actuellement, que vous teniez pour acquis, c'est que je n'accepte aucune immixtion, à plus forte raison aucune suggestion, dans les affaires que j'ai réglées comme étant spécifiquement miennes. Il ne vous appartient pas d'intervenir entre Ladislav et moi, et moins encore d'encourager des rapports de lui à vous, qui constituent une critique à mon égard. Bien. Voudrez-vous me lire quelques pages de l'os, à présent? Ce passage sur les dieux poissons vous conviendrait-il? Madame est-elle allée faire sa promenade, Pratt? Oui, monsieur. Mais elle a reçu de bonne heure la visite de Sir James, et ils sont partis ensemble pour Tipton et Freshit. La petite Lady Chatham vient d'avoir son enfant. Voici une lettre pour monsieur. Merci. Mon cher cousin, j'ai accordé à votre lettre toute l'attention qu'elle mérite venant de vous, sans parvenir toutefois à saisir nettement votre conception de nos rapports réciproques. Tout en reconnaissant pleinement ce que votre conduite à mon égard a eu de généreux dans le passé, il me faut contester qu'une obligation de l'espèce que vous évoquez me condamne envers vous à une dépendance en toutes choses, comme vous semblez vous y attendre. Les désirs d'un bienfaiteur comportent sans doute des droits, mais encore faut-il voir à quoi ils s'appliquent et s'ils n'entrent pas en conflit avec des considérations personnelles plus impérieuses. Le veto d'un bienfaiteur pourrait peser d'un tel poids sur la vie d'un homme qu'il pourrait causer des dommages plus cruels que le bienfait ne fût salutaire. Je simplifie ici assez grossièrement. Dans le cas présent, je ne puis partager votre opinion quant à l'incidence que pourrait avoir sur votre vie mon acceptation d'un poste modeste, il est vrai, mais à mon sentiment fort honorable. Votre situation personnelle me semble trop bien assise pour que, d'ailleurs, aucune ombre soit en mesure de l'effleurer. Il me reste à espérer que nul changement n'interviendra dans nos relations qui pourrait abolir les devoirs que m'impose le passé, mais pardonnez-moi de ne pas comprendre que ces devoirs puissent m'interdire de vivre comme tout le monde, là où il me plaît et comme il me plaît, pourvu que ce soit honorablement et en exerçant un travail que j'aurai choisi. Je regrette qu'il y ait des accords entre nous, d'autant plus que tout bienfait sont apportés à votre crédit. Je reste, cher cousin. Oh, Dorothée! Es-tu venue seule, mon enfant? Non, James m'a amené jusqu'ici. Nous avons d'abord été auprès de Célia et de son nouveau-né. Eh bien, ma petite, voilà qui est charmant. Tu as laissé Casaubon avec ses livres. C'est bien. C'est bien. Tu ne dois pas devenir une femme trop savante, tu sais. Il ne faut pas que les femmes soient trop savantes. Oh, rien à craindre, mon oncle. Bonjour, Will. Bonjour. Je suis si lente d'esprit. Quand je me plonge dans les livres, il m'arrive souvent de faire l'école buissonnière en compagnie de mes propres pensées. Je trouve bien plus difficile de m'instruire méthodiquement
que de dessiner des plans d'architecte. Ah, les plans d'architecte, ta vieille marotte. Mais il valait mieux arrêter ça, Dorothée. Les dadas peuvent s'emballer en nous emportant Dieu sait tout, et ça ne vaut rien de se laisser emballer. Pour ma part, j'ai toujours tiré sur les rênes. C'est ce que je répète à Ladislav. Lui et moi, nous nous ressemblons, tu sais. Oh, il aime tout connaître. En ce moment, nous étudions la peine capitale. Nous ferons beaucoup de choses ensemble, Ladislav et moi. Oui. Sir James m'a dit qu'il espérait vous voir bientôt apporter un changement dans l'administration de votre domaine. Il paraît que vous songez à faire estimer vos fermes et à faire entreprendre des travaux d'aménagement sérieux et des réparations pour que Tipton prenne un autre aspect et que vos fermiers aient plus de confort. Comme c'est heureux, mon oncle. Si j'habitais encore ici, je recommencerais à monter à cheval pour vous accompagner, quand vous irez inspecter tout cela. Oh, cet homme est un peu trop pressé, tu sais. Je n'ai jamais dit que je ferais rien de tout cela. Et je n'ai jamais dit que je ne le ferais pas. Pourtant, il semble avoir la certitude que vous le ferez. Et moi, je pense que vous devriez le faire. Car vous vous présentez au Parlement, avec le souci d'améliorer la vie des gens, je suppose. Et pour cela, les 2 premières choses à faire, c'est d'améliorer l'état de la terre et les conditions de vie de ceux qui travaillent pour nous. Il faut s'attaquer d'abord aux institutions, la vénalité et ainsi de suite. Mais songez à Kit Downs, mon oncle. Cet homme vit avec sa femme et ses 7 enfants, dans une masure de 2 pièces, à peine plus grande que cette table. Et ces pauvres Dagley, dans leur ferme qui tombe en ruine. Croyez-vous qu'ils pensent à ces subtilités juridiques? Mais comment pouvez-vous demeurer insensible au spectacle de cette laideur grossière? C'est là ce qui me faisait mépriser vos tableaux. Quand je revenais du village, le spectacle de cette saleté m'obsédait et me navrait le cœur. Et vos minauderies, à propos des tableaux de salon, me semblaient une recherche malsaine et factice du plaisir. Je n'ai jamais compris comment on pouvait être capable de distinguer toutes les nuances les plus subtiles de l'art et se montrer aussi aveugle devant la crudité de la misère. Il y a quelque chose dans ce que tu dis, quelque chose, oui. Mais pas tout. Ah non, pas tout. Ladislav et moi, nous n'aimons pas qu'on critique nos tableaux et nos statues. Oh, les jeunes femmes sont assez ardentes, vous savez, assez partiales. Les beaux-arts, la poésie et le reste, ça élève une nation. Hémolite Morès, tu comprends un peu le latin maintenant. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Pritchard? Il y a que le garde a trouvé un des garçons de Dagley tenant en main un levreau fraîchement tué. Je viens. Je le tiendrai quitte, tu sais, Dorothée. Tu peux y compter. J'espère que vous comprenez combien serait favorable ce changement que Sir James désire. Mais certainement. J'ignore ce qu'en dit Sir James, mais maintenant que je vous en ai entendu parler, je n'oublierai pas ce que vous avez dit, vous. Mais pouvez-vous penser à autre chose en ce moment? Je n'aurai peut-être plus l'occasion de vous parler de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé? Mais vous savez, je suppose que Mr. Casaubon m'a interdit de lui rendre visite, désormais? Ah non, je ne le savais pas. Vous m'envoyez très affligé. Mais pourquoi? Il déplaît fort à votre mari que j'accepte ici une situation. Il prétend qu'étant donné nos liens de parenté, cela lui porte préjudice. Je lui ai écrit que je ne pouvais céder sur ce point. Ne croyez-vous pas qu'il puisse avoir raison? Comment, après ce que je viens de vous entendre dire à votre oncle, pourriez-vous approuver de tels préjugés? Il y a de la dignité à ne pas consentir à ce que la reconnaissance devienne une marque d'esclavage. Je n'aurais jamais accepté cette situation si je n'avais eu l'intention de la rendre utile et honorable. Il vaut mieux que nous ne parlions plus de tout cela, puisque vous et Mr. Casaubon êtes en désaccord. Avez-vous l'intention de rester? Oui. Mais je ne vous reverrai plus souvent. Je le crois, en effet. Mais je saurai par mon oncle ce que vous faites d'intéressant. Mais moi, je ne saurai presque rien de vous. Personne ne me parlera de vous. Oh, ma vie est si simple. Je suis toujours à Lowick. C'est une affreuse prison. Mais ne pensez pas cela. Je n'aspire à rien d'autre. Je ne le puis. Enfin, je veux dire que je n'aspire à rien d'autre pour moi.
Seulement, j'aimerais ne pas posséder plus que ma part, alors que je ne fais rien pour les autres. J'essaie simplement de n'avoir pas de désir, car je suis déjà plus que comblée. Oui, mes jours coulent paisiblement à Loïc. C'est ma vie. Je ne me sens pas comme vous obligé de me soumettre à ce que je n'aime pas. Tu vois, Dorothée, Sir James me tombe dessus comme si j'étais l'homme le plus dur du comté, mais dans ces affaires de braconnage pour lesquelles la loi est si implacable, je parviens toujours à aplanir les choses. Et je me demande si dans des cas comme celui-ci, il n'est pas plus sévère que moi. Parce que braconner, si on va au fond des choses... J'ai souvent pensé à concilier tout ça. Tu sais que le prédicateur Flavel a été récemment convoqué devant le juge pour avoir abattu un lièvre qui traversait son chemin. Il l'avait assommé d'un coup sur la nuque. Oh, comme c'est brutal! Oui, en effet, de la part d'un prédicateur méthodiste surtout. Mais au tribunal, il a dit pour sa défense qu'il avait pensé que le Seigneur lui envoyait un bon dîner et qu'il s'était cru le droit d'abattre ce lièvre. C'était plutôt comique. Fielding aurait tiré parti de cette scène, hein, Ladislav? Mais quand j'y pense, je ne peux m'empêcher de me réjouir que ce garçon ait eu un morceau de lièvre comme prétexte à dire sa grâce. Tout ça, c'est une affaire de préjugés. Pour le levreau qui vient de tuer le petit Jacob d'Aigley, j'ai étouffé l'affaire, tu sais. Crois-tu que Chetam en aurait fait autant à ma place, avec le fanatisme qu'il a pour ses chasses? Dorothée. Oui. Je dois vous dire que j'ai pris rendez-vous avec le docteur Lipgate pour 3h30. Vous sentez-vous moins bien, cher? Non. Mais je désire simplement avoir son opinion concernant certains symptômes habituels. Vous n'avez pas besoin de le voir, ma chère. Je vais dire qu'on me l'envoie à l'allée des Ifs, où je ferai ma promenade quotidienne vers cette heure-là. Je vous suis très obligé de votre ponctualité, Mr. Lydgate. Si vous le voulez bien, nous causerons tout en marchant. J'espère que votre désir de me voir n'est pas dû à la réapparition de symptômes pénibles. Non pas. Mais, pour vous expliquer la raison qui m'a fait vous appeler, je dois vous dire que ma vie, dont l'importance est nulle sous tous les autres rapports, doit peut-être une certaine valeur au fait que les travaux auxquels j'ai consacré la totalité de mes meilleures années ne sont pas terminés. En 2 mots, je me suis consacré à une œuvre que je souhaiterais pour le moins laisser dans un état qui permit à d'autres éventuellement de l'utiliser en vue d'une publication. Si je savais que c'est là tout ce que je puisse raisonnablement espérer, cette certitude restreindrait utilement mes efforts, me ferait agir en conséquence. Vous pensez à des obstacles qui résulteraient d'une santé déficiente? Oui. Vous ne m'avez pas dit si les symptômes que vous avez observés, avec une scrupuleuse attention, je dois le reconnaître, étaient ceux d'une maladie mortelle. Si c'était le cas, Mr. Lydgate, je souhaiterais connaître la vérité tout entière. En fait, je sollicite de votre compétence un exposé complet de vos conclusions. Je vous le demande comme un service d'ami. Il est important pour moi que je sache la vérité. La première chose dont je désire vous convaincre, monsieur, c'est que mes conclusions comportent une double incertitude. Non seulement à cause de ma propre faillibilité, mais aussi parce que les maladies de cœur ne comportent aucun pronostic sûr. À mon avis,
Vous souffrez d'une dégénérescence graisseuse du tissu cardiaque, maladie détectée et décrite en premier lieu par l'ANEC il n'y a pas si longtemps. On manque encore sur ce sujet des expériences nécessaires, d'observations suffisamment prolongées. Toutefois, d'après ce que vous venez de me dire, il est de mon devoir de vous avertir que cette maladie comporte, souvent, une issue foudroyante, sans que l'on puisse pourtant la prédire. Dans votre état actuel, vous pouvez vivre en assez bonne santé pendant 15 ans, et même davantage. Je ne pourrais vous en dire plus sans entrer dans des détails anatomiques ou médicaux qui, du reste, laisseraient le pronostic exactement au même point. Je vous remercie. Il y a encore une chose que je voudrais vous demander. Avez-vous mis Mrs. Casaubon au courant de ce que vous venez de me dire? Partiellement. Je veux dire quant à l'issue possible. Je vous remercie. Cet automne est splendide. Cette journée est particulièrement belle. Ne trouvez-vous pas? Vous avez vu Lydgate? Vous a-t-il rassuré? Je n'avais nul besoin d'être rassuré. Je vous demanderai de me laisser. Je dois travailler jusqu'au dîner. Vous ne voulez pas prendre mon bras? Et que nous nous promenions jusqu'à la rivière? Non. Je désire que vous me laissiez seul. Mon Dieu, c'est il. Mais qu'ai-je fait pour qu'il me traite ainsi? En étrangère, en ennemie. Jamais il ne sait ce que je pense, et jamais il ne me le demande. À quoi sert donc ce que je fais? Il voudrait ne m'avoir jamais connue, jamais épousée. Et en quoi est-ce ma faute? D'avoir cru à son éminente dignité. Sa tendresse me lui fait plaindre et continuer d'aimer encore plus si possible. Son cœur est aussi sec que son savoir. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Il a répandu la terreur dans mon âme. Je ne fais plus que le craindre. Et la crainte tue l'amour et le respect le plus sincère. Tantrip, vous direz à monsieur que je ne descendrai pas pour dîner. Je dînerai dans ma chambre. Mais madame, monsieur lui-même a fait dire qu'il dînerait dans la bibliothèque. Il souhaite être seul. Alors dans ce cas, je ne dînerai pas. Oh, mademoiselle, madame, laissez-moi vous apporter un petit quelque chose. Non, Tantrip, non. Je préparerai mon lit moi-même. Je ne veux pas être dérangée. Oh. Oh, s'il vous plaît, Tantrip, ne me dérangez pas. Ce n'est plus pour lui un lieu commun. Ce n'est plus ce léger et problématique. Nous devons tous mourir. Il est en bas, dans sa tanière de luxe, solitaire lui aussi, et qui regarde la mort dans les yeux. Je dois mourir bientôt. Demain peut-être. Il se tient sur la berge maintenant, et il entend le bruit des rames en guettant l'appel de son nom. L'ombre de l'oiseau qui passe, la feuille qui traverse une île de soleil. Au moment même où il les voit, c'est un déchirant passé. Oh mon Dieu, je suis si mauvaise, si dure.
Édouard, c'est moi. Dorothée? Quoi? Vous m'attendiez? Oui. Je ne voulais pas vous déranger. Venez, chère. Donnez-moi la main. Vous n'avez pas besoin de veiller pour allonger votre vie, vous. Mrs. Casaubon, voulez-vous dire? Faites-la entrer. Non, Will Ladislav, ne partez pas encore. Nous avons tout le monde à finir. Je vous remercie de m'avoir autorisé à vous interrompre, madame. Je voudrais voir Mr. Lydgate, si possible avant de rentrer chez moi. J'ai pensé que vous pourriez me dire où il se trouve, ou peut-être me permettre de l'attendre si vous pensez qu'il ne tardera pas trop. Mon mari est au nouvel hôpital. Je ne sais pas quand il rentrera, mais je puis l'envoyer chercher. Oh, je crois qu'il serait préférable que j'y aille moi-même. Will, je ne vous avais pas vu. Oh, je ne pensais pas vous rencontrer ici. Est-ce vous qui chantiez? Vous avez donc aussi ce talent? Si vous le permettez, j'irai à l'hôpital dire à Lydgate que vous souhaitez le voir. Ce serait plus vite fait de lui envoyer la voiture, si vous voulez être assez bon pour donner le message au cocher. Non, n'en faites rien. À la réflexion, j'irai moi-même. Je voudrais rentrer le plus tôt possible et mieux vaut que j'aille à l'hôpital. Veuillez m'excuser, madame, pour le dérangement que je vous ai causé. Je vous suis très obligée. Je vous accompagne à votre voiture. Non, c'est inutile. Elle est vraiment très belle, quoiqu'elle ne suive pas la mode. Est-elle toujours ainsi vêtue de blanc, avec ses cheveux tirés? N'est-elle pas assez riche pour porter des bijoux? À ma connaissance, elle n'en porte jamais. Je vous envie de connaître Mrs. Casaubon. On sent chez elle une femme du meilleur monde. La servante ne s'y est pas trompée. Avez-vous entendu? Lady Casaubon. Est-elle très intelligente? Elle en a l'air. Je n'ai jamais pensé à me le demander. Comme c'est amusant. C'est exactement la réponse que m'a faite Tertius un jour, quand je lui ai demandé si Mrs. Casaubon était belle. Mais à quoi pensez-vous donc, vous les hommes, lorsque vous êtes avec Mrs. Casaubon? Oui. Quand on voit la perfection, on n'y pense jamais. Je crois qu'on jouit simplement de sa présence. Oh, je vais être jalouse quand Tertius ira à Loïc. Un jour, il en reviendra. Je ne compterai plus pour lui. Oh, elle est bien trop différente des autres femmes pour qu'aucune comparaison soit possible. Je ne pense pas qu'elle fasse ses délices d'emprisonner des cœurs du haut de ce trône qu'est le mariage, et de se faire des esclaves sans espoir. Peut-être n'est-elle pas assez raffinée, d'un certain point de vue. Vous semblez être son adorateur fervent. La voyez-vous souvent? Non? Oh non. Nous reprenons l'air? Non, je m'en vais. Oh, reviendrez-vous demain? Non, je ne pense pas. Je me demande si elle m'a étudiée. Ma chérie, où êtes-vous? Ici, Tertius, dans le salon. Vous n'avez pas croisé Ladislav? Il sort d'ici. Non. Nous avons chanté des lieds. Mrs. Casaubon est venue pour vous rencontrer, l'avez-vous vue? Je l'ai envoyée à l'hôpital. Envoyée? Oui, elle est venue. Ladislav a paru mécontent de la rencontrer chez nous. Pensez-vous qu'il ait quelque raison de ne pas vouloir être rencontré ici par elle? Vous avez certainement une profession supérieure à la sienne. Je ne vois pas le rapport. Et vous savez bien, Rosie, que Ladislav est une espèce de bohème incapable de reconnaître la faïence de la porcelaine. Je parle au figuré, bien entendu. Son mécontentement, si mécontentement il y eut, doit avoir une autre raison. En dehors de la musique, il n'est pas toujours très aimable. Avez-vous pour lui une réelle sympathie? Oui. Je pense que c'est un brave garçon, un peu touche-à-tout, mais sympathique. Peut-être est-il très épris de Mrs. Casaubon? Le pauvre diable. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi? Que peut faire un homme qui se prend d'adoration pour une des sirènes que vous êtes? Il néglige son travail et entasse des factures. En ce qui vous concerne, je suis au moins certaine que vous ne négligez pas votre travail.
Vous êtes continuellement à l'hôpital ou à visiter des malades pauvres. Et même quelquefois, j'ai l'impression que jusque dans notre chambre, vous réfléchissez à des problèmes médicaux. Oh. Quand nous étions chez Sir Goldwyn, j'ai cru sentir par moments que vous vous ennuyiez. Et vous avez été visiter l'hôpital des environs 1 ou 2 fois. Il m'arrive de penser que votre microscope et vos éprouvettes vous tiennent beaucoup plus à cœur que moi. N'avez-vous pas l'ambition de voir votre mari devenir quelque chose de mieux qu'un médecin obscur? Pourquoi, ô mon orgueil, te donner tant de peine s'il ne s'agit que d'être et puis d'être oublié? Je veux travailler, Rosie. Travailler à une tâche qui soit digne de me survivre. Naturellement, je souhaite que vous fassiez des découvertes. Personne plus que moi ne désire que vous arriviez à une haute situation, et dans un endroit préférable à Middlemarch. Vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir tenté quoi que ce soit pour vous détourner de votre profession. Nous ne pouvons pas vivre comme des ermites. Vous n'êtes pas mécontent de moi, Tertius. Nullement, Rosie. Je suis très heureux. Je crois vous avoir fait honneur auprès de Sir Goldwyn et de toute votre famille. Mais certainement. Mais cela n'a pas beaucoup d'importance, vous savez. Je n'ai plus guère de lien avec elle. Comment pouvez-vous dire cela, Tertius? J'ai été heureuse de voir ceux qui vous ont élevé, l'endroit où s'est déroulée votre enfance. Puis-je vous demander ce que Mrs. Casaubon avait à vous dire? Elle voulait me questionner sur l'état de son mari sans qu'il le sût. Et puis, nous en sommes venus à reparler de l'hôpital. C'est un vrai plaisir que de s'entretenir avec cette femme, de choses sérieuses. Il y a une sorte de flamme en elle, une conviction profonde, indéracinable que le monde peut être changé. J'ai écouté avec étonnement, en tant que médecin, certaines questions qu'elle m'a posées, comme par exemple sur l'influence que peut avoir sur la santé des individus un logement misérable ou l'insalubrité des installations publiques. Comme toutes les autres femmes, elle n'a guère reçu d'instruction, mais elle pallie cette absence par une réflexion personnelle désintéressée. Ceci est extrêmement rare chez les hommes, à plus forte raison chez les femmes. Mais la femme ne doit-elle pas demeurer dans son rôle de femme? Vous m'avez dit une fois, je m'en souviens très bien, que je devrais être pour vous cette musique, ce parfum exquis, je vous cite, qui remplit le cœur d'un homme dans ses moments de fatigue et de vacuité. Oui. Oui, je l'ai dit. En tout cas, Mrs. Casaubon a des intentions magnifiques au sujet du nouvel hôpital. Elle envisage de nous donner 200 livres par an. Cela m'a réconforté. Pourquoi réconforté? Il faut que vous le sachiez, ma chérie. L'hostilité à mon égard grandit dans Middlemarch. Je le sais. Fred est allé tout dernièrement avec quelques amis au pot d'étain, chez une certaine Mrs. Dollop. Et il y a entendu une discussion dont vous faisiez les frais. On s'attaque au fait que vous soyez pour la dissection et contre les médicaments. Je ne suis pas contre les médicaments. Je suis contre les charlatans ou les mauvais médecins qui en distribuent à tort et à travers, sans que soit prouvée leur efficacité. Et ils disent aussi que votre alliance avec mon oncle Bulstrode est intéressée, et que d'ailleurs vouloir guérir l'âme et le corps en même temps est une hérésie, une faute contre la Providence. Je ne suis pour rien dans l'aspect religieux de l'affaire, et je m'en serais bien passé. Laissons s'épandre la bave des crapauds. Jouez-moi quelque chose. Je pense moi aussi que la dissection est une très vilaine chose, Tertius. C'est une chose, en tout cas, dont la science ne peut se passer, ma chérie. C'est le seul moyen que le grand Vézal a trouvé pour étudier le corps humain. Il volait des cadavres la nuit, dans les cimetières et sur les lieux d'exécution. Je suis contente que vous ne soyez pas ce Vézal. Il aurait pu trouver un moyen moins répugnant. Non. Non, parce qu'il n'y en avait pas. J'espère que ce n'est pas votre héros favori, Tertius, et que vous ne vous lèverez jamais la nuit pour aller au cimetière Saint-Pierre. Les gens sont très excités au sujet de Mrs. Goby. Vous n'avez pas besoin de nouveaux ennemis. Mais Vézal en avait beaucoup aussi. Les plus grands médecins du temps ont été féroces à son égard. Ils l'appelaient un monstre, un fléau. Pourtant, les faits qu'il avançait se révélèrent vrais. Et il a triomphé de ses ennemis. Qu'est-il devenu ensuite? Oh, il a dû se battre jusqu'à la fin. Alors à quoi bon avoir raison?
vous avouer, Tertius, que je souhaite souvent que vous soyez autre chose que médecin. Ne dites pas cela, Rosie. C'est comme si vous souhaitiez avoir épousé un autre homme. Pas du tout. Intelligent comme vous l'êtes, vous auriez pu devenir quelqu'un dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Et vos cousins de Callingham, si distingués, sont d'accord pour penser que vous vous êtes abaissé en choisissant cette carrière. Mais le diable emporte mes cousins de Callingham. Vous dire cela à vous? Voilà bien leur impudence et leur délicatesse. Moi non plus, mon cher. Je ne pense pas que la médecine soit un joli métier. C'est pourtant le plus grand métier qu'il y ait sur Terre. Dire que vous m'aimez sans aimer le médecin en moi, c'est comme si vous disiez que vous aimez les pêches et non leur odeur. Ne dites plus jamais cela, Rosie. Vous me faites de la peine. Très bien. Désormais, je professerai un grand amour pour les squelettes, les déterreurs de cadavres, les échantillons dans les éprouvettes, et pour finir, peut-être, une vie lamentable. Mais non. Ce n'est pas si terrible. Allons, jouez-moi sérieusement quelque chose. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'église? J'allais vous en parler. Ce jeune Ladislav. Eh oui. Je crois qu'ils sont brouillés, les maîtres et lui. Monsieur Casaubon n'a même pas voulu le regarder. Je ne sais pas pourquoi il est venu à l'église aussi. Il n'y vient jamais. Je crois qu'il cherchait à attirer l'attention de madame. Si on me disait que... Voulez-vous vous taire? En tout cas, le garçon était si troublé qu'il n'a pas chanté l'hymne dynastique avec tout le monde. Peut-être qu'il était en J'ai bien vu toute la scène. Le maître n'avait pas l'air content. Il le montrait pas, mais je le connais, moi, depuis 15 ans que je le sers. Ouais. Eh ben, il est pas souvent content, votre maître. Avoir épousé si vieux, une si jeune beauté, une femme tellement hors du commun avec ça, et n'être pas plus souvent satisfait de la vie. Justement, peut-être que c'est ça qui le tourmente. Je vous laisse à vos divagations et je m'en vais faire le service. Ah là là. On peut dire que ça n'est pas gai dans cette maison. C'est pas comme autrefois, à Tipton, chez Monsieur Brooke. T'en tripes. Oui, Pratt. Dans la nôtre, quand nous serons mariés, ce sera plus gai, n'est-ce pas, ma poulette? Mais ça n'est pas encore fait, allez. Et ce chez nous, ce sera encore chez les autres. Il y a des chances. Pratt a-t-il entretenu le feu dans la bibliothèque, comme je le lui avais demandé? Oui. Tantrip, voulez-vous allumer les candélabres de la cheminée? Edward, je ne vous ferai donc pas la lecture au salon? Non, ma chère. Je voudrais bien me rendre service d'une autre manière. Voici tous les cahiers de notes que je vous avais demandé de classer. Prenez d'abord celui qui contient la table des matières déjà examinées. Chaque fois que je vous le dirai, vous mettrez une croix dans le texte. Nous inaugurerons ainsi un travail de révision que j'envisage depuis longtemps. À mesure que nous progresserons, je pourrai vous indiquer certains critères de mon choix qui vous permettront, je l'espère, de participer intelligemment à mon dessin. Je suis très heureuse, Edward, que vous vouliez bien de ma collaboration. Mais le feu s'éteint. Il n'y a plus de bois. Et je ne puis appeler Pratt, qui doit être déjà couché. N'êtes-vous pas fatigué, Edward? Nous pourrions reprendre dès demain matin. Pour moi, je ne le suis pas. À moins que vous ne le soyez vous-même, nous pourrions continuer là-haut pendant une partie de la nuit. Cela vous ennuierait-il? Ah, c'était pour vous que je parlais.
Oui, nous pouvons emporter ces 2 cahiers. Nef funéraire, leur décoration, voir cahier numéro 6. Une croix. Prolifération des cornes chez les bovidés, exagération des circonvolutions, cahier numéro 6. Une croix. Le culte du bélier en Haute-Mésopotamie et son association au croissant lunaire, cahier numéro 3. Une croix. Ce passage est à développer. Mettez 2 croix. Je me sens un peu fatiguée, Edward. Eh bien, allez dormir, ma chère. Je vous remercie. Non, n'éteignez pas encore. Je vais poursuivre un peu la tâche. Quelle heure est-il? 3 heures. Vous avez dormi près de 2 heures. Les braises sont encore très rouges. Êtes-vous souffrant? J'ai éprouvé un peu de malaise à rester étendu. Il fait très froid. Je vais remettre du bois dans le feu. Peut-être aimeriez-vous que je vous lise? Cela me ferait un très grand plaisir, Dorothée. Je suis tout à fait éveillé et mes idées sont en ce moment particulièrement limpides. Oh, je crains que cette excitation de l'esprit ne soit trop forte pour vous. Lydgate a recommandé de n'accomplir aucun travail excessif. Je vous assure que je n'éprouve aucune agitation anormale. Pensée, mais facile en ce moment. Mode de locomotion des dieux perses, cahier 5. Une croix. Déesse impudique et déesse habillée. À supprimer. Forme de sépulture d'Isopata. À rapprocher des tombeaux étrusques. Bien. Oui, passez au titre suivant. Pénurie d'eau au cours de la période archaïque mésopotamienne. À développer. Le vol des oiseaux et le voile des vierges chez les premiers Grecs décadents. Mettez 2 croix. Ça suffit. Vous voyez, nous allons très vite déblayer ce terrain. Je suis heureuse de vous voir en aussi bonnes conditions, Édouard. Nous reprendrons ce travail demain. J'ai trop longtemps différé de l'accomplir et je serai heureux de le voir terminé. Cela donnera vraiment une première vue de l'ensemble. La chose vous apparaît-elle nettement? Oui, je pense. Alors maintenant, je vais m'accorder un peu de repos. Voulez-vous regagner votre lit? Soufflez votre bougie. Dorothée. Oui, cher. Avant de m'endormir, j'ai une prière à vous adresser. Oui.
je voudrais que vous me disiez, en connaissance de cause, si, au cas où je viendrais à mourir, vous accompliriez mes désirs. Si vous éviterez de faire ce que j'aurais blâmé, et vous consacrerez à ce que j'aurais souhaité. Vous refusez? Non, non, cher, je ne refuse pas. Tout ceci est bien solennel. Et je pense qu'il ne serait pas bien de ma part de promettre sans savoir à quoi je m'engage. Tout ce que l'affection peut dicter, vous savez que je le ferai sans avoir besoin de vous le promettre. Mais en suivant votre jugement, alors que je vous demande de vous soumettre au mien. Vous refusez, c'est clair. Mais non, non, cher. Mais je ne... Puis-je attendre et réfléchir un peu? Je désire de toute mon âme faire ce qui vous est agréable, mais je ne puis prendre un engagement aussi précipité. Et encore moins sans savoir à quoi je m'engage. C'est donc que vous n'avez pas confiance en ce que je puis souhaiter. Accordez-moi jusqu'à demain, Edward. C'est tout ce que je vous demande. Soit. Jusqu'à demain. Son esprit torturé connaît pourtant le sommeil. Tandis que ton esprit à toi se perd dans un conflit sans espoir, lui ne songe qu'à t'atteler à son œuvre poussiéreuse, douteuse illustration de thèses plus douteuses encore. Non, non. Tu ne crois plus à cette ambition d'une vie tout entière desséchée dans l'égoïsme d'une compilation maniaque dont rien de grand ne pourrait sortir. Ces momies, ces lambeaux, ces fragments épars de traditions qui ne formeront jamais qu'une mosaïque de ruines. Ces ouvrages que personne ne lit. Sinon de douteux spécialistes aux lorgnons aussi embués que leur âme évanouie et leur cœur mort. Toi, qui avais espéré te mettre humblement au service d'une haute science, d'une cause très humaine, te voici, Prométhée dérisoire, à qui l'on va demander de soulever un monument de poussière. Oh, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il mène le dur combat contre la destruction. C'est maintenant l'aboutissement d'une destinée solitaire, la fin d'un labeur harassant, d'une ambition haletante sur laquelle a pesé la défiance de soi, l'impuissance de la création. Et n'est-ce pas pour l'aider à accomplir l'œuvre de sa vie que je l'ai épousé? Mais aussi j'ai cru que l'œuvre avait plus de grandeur. Est-ce sa faute s'il n'est pas un créateur authentique? Et moi, aurais-je le courage d'accepter un travail forcé, inutile, et d'y consacrer le reste de ma vie? Puis-je refuser de satisfaire cette fin douloureuse? Et refuserais-je aux morts ce que j'accorderais aux vivants? Non. Aussi longtemps qu'il est vivant, je garde le droit de refuser à un moment ou à un autre. S'il s'agissait d'une autre sorte de devoir, quelque chose dont tu n'as aucune idée. Eh bien, que vous arrive-t-il, madame? Monsieur est levé depuis longtemps? J'ai eu une très longue insomnie cette nuit, et puis des cauchemars en tripes. Oh, je ne vous ai jamais vu cette pâleur. Ai-je jamais beaucoup de couleurs? Beaucoup de couleurs, non, mais la fraîcheur d'une rose thé. C'est à trop respirer ces vieux livres aussi. Permettez-moi de descendre dire à monsieur que vous êtes souffrante et que vous ne pouvez vous enfermer dans la bibliothèque. Ah non, 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 non. Je dois descendre très vite, au contraire. Mr. Casaubon a particulièrement besoin de moi. Je ne déjeunerai pas. Oh, ça ne peut pas continuer, madame. Je prendrai l'engagement. Peut-être pas tout de suite, mais je le prendrai.
Je vous attendais, ma chère. J'avais espéré me mettre au travail dès le matin, mais je ne suis pas bien disposé. Je vais faire quelques pas dans la charmille, puisqu'aussi bien le temps est plus doux. Vous voyez, je vous avais dit que vous vous fatiguiez. L'essentiel, c'est que je sois en repos sur le dernier point dont je vous ai parlé cette nuit. J'espère que vous êtes maintenant en état de me donner une réponse. Je vais vous rejoindre dans un instant au jardin. Près de la charmille, toute la demi-heure qui vient. Voulez-vous m'apporter mon châle et mon chapeau, tante Tripp, s'il vous plaît? Mais vous êtes souffrante, vous n'allez pas sortir. Si, je le dois. Oh, Dieu vous bénisse, madame. Oh, tante Tripp. Vous souvenez-vous de notre vie à Lausanne? Oh, si je me souviens. Mademoiselle était encore une enfant si jolie, si douce, si sérieuse. Chaque jour, vous me laissiez nouer le cordon de votre chapeau, comme aujourd'hui. Pas comme Miss Célia qui ronchonnait toujours parce qu'elle disait que je lui coinçais les petits cheveux de la nuque. Allez, puisqu'il le faut. Mais où est-il? Édouard? Édouard, je vous cherche. Peut-être est-il entré dans le kiosque. Il fait si froid. Eh bien, Edward, vous vous êtes trop fatigué. Allons, cher, vous ne pouvez rester à sommeiller ici. Il fait froid et humide. Me voici, Edward. Je suis prête. Je suis prête. Réveillez-vous, cher. Réveillez-vous. Je suis venue pour vous donner ma réponse. Ma réponse! Édouard!